quelque part en Afrique. Une route qui ressemble à bien d'autres. Mais cette route est l'une de celles qu'ont empruntées pendant des siècles les 20 millions d'esclaves déportés par la voie atlantique. Affaiblie par l'esclavage moderne et traditionnel, l'Afrique, terre d'empires éteints mais aussi de royaumes renaissants, devient à la fin du XIXe siècle l'enjeu d'une rivalité belliqueuse entre les grandes puissances européennes. Avec ce raisonnement plus ou moins affiché, puisque les autres y vont, il faut y aller nous aussi. Le continent éveille d'autre part la convoitise de ces mêmes Européens par ses richesses, réelles ou imaginaires. Aujourd'hui encore se dresse au Bénin, sur le tombeau de Béhanzin, ancien souverain du Dahomey, l'emblème du royaume perdu, comme un appel à toutes les résistances à venir, comme une invitation faite aux Africains à se saisir de leur propre histoire. L'histoire de l'Afrique est une histoire d'humiliation, une histoire d'oppression, une histoire de discrimination. Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire « je baisse les bras ». Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Depuis l'aube de la colonisation, l'histoire de l'Afrique, ce sont bien les chasseurs qui en détiennent le monopole et qui en fixent le contenu. En exaltant les prouesses d'explorateurs plus ou moins pacifiques, les mérites d'une conquête plus ou moins violente, et surplombant le tout, la générosité du contact. Toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent les mêmes méthodes, n'est-ce pas? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas? L'Europe se saisit de l'Afrique. Mais il faut mettre de l'ordre dans cette conquête désordonnée et aboutir à un accord entre les colonisateurs qui, dans certaines régions, se trouvent en situation de rivalité agressive. En 1885, à Berlin, les Européens mettent au point les instruments juridiques et diplomatiques qui leur permettront dans les années suivantes le partage de l'Afrique. Le partage du gâteau africain, pour reprendre la douteuse métaphore de Léopold II, le roi des Belges. Il est admis à Berlin que toute puissance déjà établie sur les côtes pourra faire valoir ses droits sur l'intérieur des terres, mais à condition que ces nouvelles acquisitions soient notifiées aux autres puissances signataires. Une fois ce fragile accord obtenu, les impérialismes anglais, portugais, français, belges et allemands se mettent en ordre de marche. Quand l'Europe a commencé à se constituer en État, l'Afrique n'a pas pu en faire autant, car les colonisateurs sont venus occuper nos pays et nous avons dû nous battre contre le colonialisme. Au lieu de régler nos propres différends et de lutter entre nous pour instaurer la démocratie, nous avons dû lutter contre les Européens. En moins de 30 ans, la quasi-totalité de l'Afrique est conquise par les grandes puissances. Pour autant, l'Afrique ne s'est pas laissée prendre sans opposer la moindre résistance. Bien au contraire, ici et là, des chefs de guerre se sont dressés contre le conquérant européen.
Et peu importe la nature de ces résistances et leur efficacité face à l'armement très sophistiqué du colonisateur, elles occupent depuis lors une place de choix dans l'imaginaire africain. Toutes deviendront pour les futurs libérateurs du continent à la fois une source d'inspiration et un encouragement à l'action. Chacune des grandes puissances coloniales aura donc à lutter contre l'un de ces résistants de la première heure. Qu'en est-il par exemple du colonisateur français au Dahomey? Déjà présent sur la côte, il s'avance à l'intérieur des terres avec sa troupe de 2000 hommes, dont un bon nombre de tirailleurs sénégalais. Sa progression se verra contrariée par le seul Béhanzin, roi d'Abomey. Le farouche fils de Glélé est en effet le seul à refuser de signer le traité que lui propose le conquérant français. La discussion était assez ardue du temps de Glélé, mais quand il est mort, le fils Béhanzin qui lui a succédé a été encore plus intransigeant, parce qu'il était plus nationaliste, si on peut dire, que son père, presque plus nationaliste que son père, et il n'admettait pas qu'on puisse posséder en toute propriété une partie de son royaume. Le pays est inaliénable en tout partie. Il est vrai que le roi n'a peut-être pas mesuré la puissance de l'adversaire ou la mauvaise foi de l'adversaire, puisque en retenant prisonnier à Abomey des émissaires qui étaient partis négocier avec lui, il donnait des prétextes trop faciles à un adversaire qui était 10 fois, 20 fois plus armé que lui. Il y avait des armes, une puissance de feu, une organisation militaire auquel il ne pouvait pas résister. Les 20 000 soldats de Béhanzin sont vaincus. Et au terme de 2 années de résistance, le roi déchu du Dahomey est exilé avec toute sa famille. Il mourra à Alger en 1906. Béhanzin est retourné à Abomey dans son fief en 1928, sous le dynamisme de son fils Wanilo, qui a œuvré, qui a utilisé tous les moyens pour que le corps de son père revienne dans son terroir. Ça a été des funérailles grandioses. Je me souviens de ce temps-là. C'était vraiment, on a senti que tout le peuple du Dahomey vivait ce retour comme une espèce d'hommage mérité à ce patriote, à ce nationaliste qui n'a pas cédé devant la force. On a corrigé tout ce qu'il y avait d'excessif dans les accusations dont il était victime et aussi redonner à la nation béninoise le sens de son histoire. Je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. Autre figure majeure de la résistance, mais cette fois-ci contre le colonisateur portugais, Gungunyana, le souverain de Gaza, dernier royaume bantou au sud du Mozambique. Ele era muito orgulhoso. Il était très fier d'être le roi de son peuple. En prison, alors qu'il ne pouvait plus résister, il refusait tout de même d'obéir aux ordres qui lui étaient donnés. Par exemple, de s'asseoir à même le sol. Les Portugais l'ont humilié, ils lui ont craché dessus et l'ont forcé à s'asseoir par terre. Ce qu'il trouvait indigne pour un roi. Après 10 ans de captivité, Gungunyana meurt en exil aux Açores. On ne peut pas dire de lui qu'il fut un démocrate. En revanche, c'était un farouche défenseur de son empire et de son peuple. Il y a des leçons positives à en tirer. Dans certaines phases de l'histoire, il peut être nécessaire d'avoir ce genre de caractère pour défendre une patrie. Insaisissable chef religieux et militaire, Mohamed Abdullah Hassan résiste aux Britanniques pendant plus de 20 ans. Ce qui lui vaudra de la part de ses adversaires le surnom peu flatteur de Mad Mullah, le Mollah fou.
Lorsqu'on entreprend de façonner un pays, que l'on marque son époque et qu'on lui fait prendre une place importante dans l'histoire, il se peut qu'on devienne plus rigide, plus autoritaire. Et c'est parfois nécessaire. Je n'excuse pas l'autoritarisme, je dis simplement que Mohammad Hassan n'était pas différent de Garibaldi, par exemple, ou encore de Bismarck. Il n'était pas différent de toutes ces figures historiques qui ont dû braver leur peuple et le rassembler, tel un troupeau de moutons sur un pâturage nationaliste. Tout cela dans le but de former un peuple uni, une nation. Un pays devient le symbole même de la résistance. L'Éthiopie du Négus et roi des rois, Ménélik II, à la tête d'une véritable armée africaine. Une armée unique en son genre, des fournisseurs étrangers, parmi lesquels le poète français Arthur Rimbaud, ayant contribué à la modernisation de son équipement. Fort de cela et de sa science du combat, Ménélik écrase les Italiens en 1896 dans la plaine d'Adoua, à l'extrême nord du pays. L'écho a été considérable non seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, partout où il y avait les descendants d'Africains, des esclaves libérés, émancipés. Et à l'époque même de Ménélik, avant même cette bataille, il y avait déjà des Haïtiens, des Afro-Américains qui venaient en Éthiopie parce que c'est un pays qui est libre. Et donc il y avait une petite fascination. La bataille d'Adoua, elle, a accéléré ce processus. L'Éthiopie, c'est le symbole de la vieille Afrique. C'est le symbole de l'Afrique mère. C'est le symbole de l'Afrique résistante. L'Éthiopie, c'est la communion entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. L'Éthiopie, c'est le pays qui a été présent à tous les moments où on a parlé d'Afrique unie. Le mot Éthiopie même, il est bon de le signaler, signifie en grec ancien la terre des hommes au visage brûlé. Nom qui était donné à l'Afrique en entier par les Grecs anciens. Vous le retrouvez chez Hérodote, dans la géographie d'Hérodote, mais aussi vous le retrouvez chez Homère. Tout ce qu'il rencontrait même en Égypte s'appelait Aethiops, la terre des hommes au visage brûlé. L'Éthiopie, c'est le pays culturellement dense, c'est le pays où toutes les religions existent, se côtoient, ont presque des racines. Le judaïsme, la religion chrétienne, la religion musulmane en Éthiopie. Mais l'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été une colonie et qui a toujours témoigné pour l'Afrique. C'est une toute autre histoire qui s'écrit à l'extrême sud du continent. Les Afrikaners sont les premiers colons à s'être installés en Afrique du Sud dès le XVIIe siècle. D'origine hollandaise, ils sont aussi appelés Boers, qui signifie paysans. Par extension, le nom de Boer désigne également les immigrés allemands, scandinaves et français. Au XIXe siècle, après avoir combattu les Zoulous qui leur barraient le passage, les Afrikaners fondèrent la République du Transvaal et l'État libre d'Orange, tandis que les Britanniques, déjà installés au Cap, prenaient possession du Natal. La découverte de très importantes mines d'or au Transvaal relance l'interminable conflit qui oppose les Afrikaners et les Anglais. J'ai toujours dit que si l'on avait découvert des gâteaux au chocolat dans le Transvaal, le pays n'aurait pas été envahi en 1899. Et l'argument tient pour bon nombre de territoires qui ont été envahis à d'autres périodes, pour leur pétrole par exemple.
la motivation est toujours la même. Pour combattre la guérilla bourre, il aura fallu que les Anglais mobilisent une véritable armée composée de soldats venus d'Égypte, d'Inde et de renforts locaux. Pour remporter la victoire, il aura fallu que les Britanniques ne reculent devant aucun moyen. Cette guerre a souvent été décrite comme une guerre de gentlemen. C'était tout sauf ça. C'était une guerre coloniale. Les Britanniques brûlaient les récoltes, ils détruisaient les maisons, ils enfermaient les civils dans des camps de concentration. Pas au sens des camps de concentration nazis du XXe siècle, mais c'était vraiment des endroits terrifiants, où le taux de mortalité était très élevé. Pour les Afrikaners, la mort de ces 20 000 femmes et enfants dans les camps est devenue un puissant moteur de leur nationalisme et a avivé leur haine envers les Anglais. Pour moi et les autres leaders du Parti national, il a fallu un long cheminement pour comprendre pourquoi notre parti s'était cramponné pendant si longtemps à la politique de l'apartheid. Car il faut d'abord comprendre l'histoire du peuple afrikaner. Bien que cela ne justifie en rien l'apartheid, cela l'explique. Mon peuple avait obtenu l'autodétermination dans 2 républiques indépendantes. Il vivait en paix avec les chefs et les tribus autochtones. Puis, il a perdu la guerre. C'est pourquoi, par la suite, le Parti national s'est efforcé de regagner l'indépendance perdue lors de la guerre des Boers. Parmi les Indiens qui ont participé à la guerre des Boers du côté des Britanniques, un simple brancardier, Mohandas Gandhi. En 1893, Gandhi, jeune avocat, était arrivé d'Inde pour défendre les intérêts de ses compatriotes importés comme main-d'œuvre par les Britanniques. Ces Indiens que les Blancs considéraient comme supérieurs aux Noirs, mais inférieurs à eux-mêmes. C'est en Afrique du Sud, et il y restera 20 ans, que le futur Mahatma, la grande âme, élabore des principes qui non seulement aideront à la libération de son propre peuple, mais inspireront de grands leaders africains. Gandhi a découvert ici, en Afrique du Sud, combien les Indiens étaient privés de tout droit politique. Ils n'avaient aucune liberté de mouvement. Ils n'avaient pas le droit d'accéder à la propriété dans certaines régions. Et ils étaient traités comme des citoyens de seconde classe. C'est ce qui a conduit M. Gandhi à chercher les moyens de combattre ce type de régime. Adepte de l'hindouisme et de la non-violence, il a alors développé la satyagraha, une doctrine de désobéissance civile qu'il a expérimentée en Afrique du Sud. Il a encouragé les Indiens d'Afrique du Sud à enfreindre délibérément les lois et à aller en prison pour contraindre les autorités à accéder à leurs demandes. Mais la ségrégation la plus dure est bien celle qui frappe la communauté noire très largement majoritaire. Pour dénoncer cette pratique, une délégation de l'ANC, l'African National Congress, organisation politique non violente créée en 1912 et inspirée par Gandhi, se rend à Londres pour protester, mais avec peu de succès, contre le Native Land Act. Ce texte législatif décrète que les Noirs, qui représentent 67% de la population, se voient attribuer 8% des terres. Pire encore,
Ce sont plus d'1 million de cultivateurs noirs qui sont expulsés de terres que leurs familles exploitent souvent depuis plusieurs générations. Le colon arrive, il plante le drapeau de son pays sans se soucier s'il y a eu partage des ethnies ou non. Et ça, c'est un peu partout. Hein. Et chez nous, c'est le fleuve Ubangui qui nous sépare du Congo ex-belge. De part et d'autre, des deux rives, on a des parents jusqu'à présent. Et lorsque j'étais député de Kwango, ben, je voulais me rendre de l'autre côté, voir mes parents. Mais on a dit, ah non, il faut passer par le ministère des Affaires étrangères, avoir le visa, etc. Ça, c'est une anomalie, c'est une aberration. C'est ce qui rend plus utile encore le problème de l'unité africaine. Il faut, je crois, qu'il y ait un ensemble qui chapeaute tout, et puis que les populations s'arrangent comme elles étaient autrefois, parce que c'est un véritable handicap. Et je n'ai pas pu traverser le fleuve. Une anomalie, en effet, que ces frontières arbitrairement tracées par le colonisateur et qui recouvrent l'Afrique, telle une toile d'araignée, dessinant un nouveau paysage politique. Il ne faut pas oublier que bien des nations africaines sont des créations totalement artificielles. Elles n'ont pas été créées dans l'intérêt de la population. Elles n'ont pas pris en compte les différentes nationalités qui étaient présentes avant la colonisation. Les Européens ont préféré y voir des tribus, mais en réalité, il s'agissait souvent de nations. Lorsqu'on réunit plusieurs groupes pour n'en faire qu'un seul, avec des services communs, le pouvoir devient un sujet de dispute et de contestation. Et toutes sortes de moyens sont employés par ceux qui cherchent à contrôler les ressources et à garder le pouvoir à la tête de cette nouvelle entité. Il était sans doute très difficile pour les colons de trouver les moyens de contrôler les pays colonisés. Il fallait réussir à mettre en place une gouvernance adéquate. L'Indirect Rule consistait à gérer les affaires du pays en se servant des pouvoirs traditionnels déjà en place. Dans le nord du Nigeria, par exemple, il y avait un système bien établi d'émirs et de sultans à l'aide desquels les colons pouvaient diriger le pays et s'assurer que leurs lois étaient bien appliquées. C'est donc par l'intermédiaire des chefs traditionnels que le colonisateur contrôlait le pays. Les Britanniques s'inspirent donc de l'expérience de Frederick Lugard, le gouverneur général du Nigeria, pour étendre l'Indirect Rule à l'ensemble de leurs colonies. Cette méthode n'est pas celle de l'administration française plus jacobine et sans doute plus méfiante à l'égard des compétences locales. La métropole nomme des gouverneurs issus de ses rangs, lesquels sont chapeautés par les 3 gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar au statut un peu particulier. Là, après avoir déposé la reine Ranavalone III, trop peu docile à son goût, le gouverneur général Joseph Gallieni organise le pouvoir à sa façon. Gallieni n'a pas détruit la structure de la royauté malgache. Mais il a mis à la place, par exemple, il y avait des gouverneurs de la royauté malgache dans beaucoup de villes de Madagascar, et Gallieni a renforcé ces gouverneurats. Et il a maintenu en place des gouverneurs malgaches.
Il a donné des privilèges à ces gouverneurs malgaches. Et ce sont ces mêmes gouverneurs qui ont organisé la colonisation. Aucun homme de pouvoir n'a jamais été aussi puissant à Madagascar que Galeni. Et on peut dire, oui, il a unifié, non pas la nation malgache, mais il a unifié le pouvoir. Et je veux vraiment faire cette distinction parce que je reviens toujours à cette question de la politique des races prônée par Galeni, écrit noir sur blanc. Ce n'est pas une invention des Malgaches qui va se dire je vais dire du mal de la colonisation, mais écrit noir sur blanc par Galeni en disant il faut dresser les uns contre les autres. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Il y a cette douleur assez profonde de se dire on a marché dans la politique de Galeni. C'est-à-dire qu'on a accepté le fait qu'il a divisé pour régner et que ça s'est vraiment traduit dans la réalité. Et que nous-mêmes, nous sommes sortis de la colonisation absolument divisés. Et Galeni, à ce moment-là, symbolise toujours cette déchirure entre les Malgaches. Le diviser pour régner caractérise également la politique du colonisateur allemand, quand il intègre le vieux royaume indépendant du Rwanda à sa colonie d'Afrique orientale. Dans le Rwanda traditionnel, la société elle est divisée, mais elle est divisée en clans. Il y a entre 15 et 18 clans, selon les auteurs, et dans chacun de ces clans, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et lorsqu'il y avait des guerres, c'était des guerres entre ces clans-là. Ce n'étaient pas des guerres ethniques. Un des drames du Rwanda, c'est que les premiers Européens n'y sont arrivés qu'en 1892, je crois. Et ils arrivent avec une grille de lecture préétablie, qui était peut-être valable pour d'autres parties du continent africain, et ils la plaquent sur ce petit pays, qui était tellement différent des autres, à bien des égards, et le pays où il n'y a pas d'ethnie, peut-être le seul, devient le pays où les divisions entre les communautés sont les plus profondes, parce que l'ethnologie coloniale définit des races. Et ces races-là sont dressées les unes contre les autres dans la logique bien connue du diviser pour régner. Et je pense que la faute historique de l'élite Tutsi, c'est d'avoir accepté ces récits, ces fables plutôt, complètement absurdes d'hommes venus du dehors, leur disant, eh bien, vous êtes nés pour gouverner, vous êtes plus intelligents que les Hutus, vous avez des qualités qu'ils n'ont pas, etc. Indigène, tel est le terme par lequel les colonisateurs désignent, en opposition à des élites locales peu nombreuses, les hommes et les femmes qui composent l'immense majorité de la population. Dans les possessions françaises, les Africains sont plus précisément régis par un statut de l'indigénat qui énonce toute une série de devoirs et ne reconnaît aucun droit.
Il y avait le portage, le chef de district, c'est-à-dire le commandant. Le commandant, le mot vient de ce que les premiers c'était des militaires et chaque fois, c'est le terme commandant, et c'est resté, c'est passé dans l'administration civile. On porte le commandant, il y a 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, qui marchent à pas cadencés. Il n'y avait pas de route à cette époque-là. Et il fallait que le commandant aille dans les divers coins de province pour surveiller les travaux. Il était tout le temps sur le terrain. Il fallait transporter aussi les bagages du commandant. Et des fois même sa petite amie. Vous voyez? Alors, tout ça faisait que certains chefs, certaines personnes africaines disaient que ça, c'est pas de l'amitié, ça. Et se révoltaient. Sous le régime français de l'indigénat, l'administration coloniale s'attribue l'exercice de la justice. Mais devant cette justice, comme dans tant d'autres circonstances, les administrés ne sont pas égaux. Il y avait 2 statuts. Le citoyen français, ceux qui avaient les mêmes droits que les Français de France, qui avaient la citoyenneté française, qui étaient ou naturalisés ou citoyens d'origine, et puis les sujets. Les sujets, eux, relevaient du statut de l'indigénat, comme on disait. Ils avaient un statut civil spécial, militaire spécial, fonctionnaire spécial, salaire spécial. Un citoyen français entrait dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Son uniforme était un uniforme de soldat français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais, avec sa chéchia, ses bandes moltières et tout le reste. Il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. Ce à quoi tout le monde aspirait, surtout ce qu'on appelle les lettrés, les cadres, les élites, comme on disait, c'était de devenir citoyen français, parce que c'était là qu'on avait les mêmes droits que les Français de France. C'est là qu'on pouvait atteindre les mêmes fonctions, avoir les mêmes prérogatives, relever des mêmes tribunaux, c'est important. Et par conséquent, tous les cadres, qu'ils soient fonctionnaires ou privés, tout le monde avait une aspiration première, c'est de devenir, avoir la qualité de citoyen français. On l'obtenait par décret. On faisait la demande et selon que vous étiez jugé digne de cette qualité, le gouvernement français, par décret, vous admettait à la qualité de citoyen français. Les Portugais sont en Afrique depuis le XVe siècle et pour leur part revendiquent haut et fort leur doctrine de l'assimilation. Assimilation des colonies à la métropole, assimilation progressive des indigènes par l'instruction. Pour les Portugais, l'assimilé était quelqu'un qui renonçait à ses traditions et à sa culture pour assimiler la culture portugaise, aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement, le comportement ou la religion. Mais en fait, la plupart des assimilés souhaitaient simplement avoir accès à de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Ils voulaient pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles officielles plutôt que dans celles réservées aux indigènes. C'est ce qui a motivé mon père à demander l'assimilation. Mais je dois dire que mon père n'a jamais renié sa culture, ses racines, ses origines. À l'instar de beaucoup d'assimilés. Et il n'est pas surprenant que la plupart de ceux qui ont prôné le nationalisme et la résistance au colonialisme aient été des assimilés. Les missionnaires ont précédé dans le temps
la grande poussée colonisatrice de la fin du XIXe siècle, puis l'ont accompagnée avec des intérêts souvent convergents. Ce que les missionnaires du Royaume-Uni illustrent si bien par leur philosophie des 3 mots, commençant par la lettre C. La civilisation, par le christianisme et le commerce. Pour ces missionnaires, tout commence par l'éducation, mais leur dévouement a un prix. Les missionnaires ont introduit chez nous un nouvel art, celui de gribouiller des choses qui ont un sens. C'était révolutionnaire pour notre peuple et les gens voulaient apprendre. Ils voyaient qu'on pouvait écrire quelque chose sur un bout de papier ou sur une ardoise, l'apporter à quelqu'un d'autre, et cette personne pouvait déchiffrer ce qui était écrit. C'était comme une révolution, et ils y ont adhéré. Mais comme c'étaient les missionnaires qui enseignaient la lecture et l'écriture et qui fondaient les écoles, pour y aller, il fallait accepter de devenir chrétien. C'est ainsi que les missionnaires ont réussi à attirer les gens. L'autre manière, c'était par la santé. Ils disposaient d'équipements sanitaires, ils étaient capables de guérir des maladies réputées incurables, les ganglions, les verrues, des maux très ordinaires qu'on ne savait pas soigner jusque-là. Dès son arrivée, l'administration coloniale a introduit l'argent, des pièces. Mais on ne comprenait pas comment ces petits bouts de métal pouvaient avoir une quelconque valeur. Rien à voir avec un mouton bien vivant et sur ses 4 pattes. Une chèvre était pour nous bien plus précieuse qu'un morceau de métal. Mais le gouvernement déclara que c'était la nouvelle monnaie d'échange et que nous devions payer des impôts. C'était une notion totalement inconnue et nouvelle. Mais le gouvernement a été bien clair. Nous devions payer des impôts et nous ne pouvions le faire qu'avec ces pièces de métal. Ils n'accepteraient ni chèvres ni moutons. Évidemment, les seuls qui possédaient ces pièces de métal étaient les colons. Et pour en obtenir, nous devions travailler pour eux. C'est ainsi que ce nouveau concept du travail payé en argent a été introduit dans notre société. La colonisation, c'est très bien, mais il ne faut pas que cela pèse trop lourdement sur les budgets des puissances colonisatrices. Elles font alors appel à une solution largement utilisée. Abandonner leurs droits régaliens à des entreprises privées, les compagnies concessionnaires. Compagnies tenues à des obligations envers les pouvoirs publics, mais qui ne respecteront que rarement ces mêmes obligations. On nage désormais en pleine confusion des genres, et cela ouvre la porte à tous les abus. Les compagnies concessionnaires étaient des compagnies qui, avec la complicité de l'administration, faisaient travailler les populations dans le cadre de ce fameux travail forcé. Parce que tout le territoire avait été livré, en quelque sorte, à des commerçants privés. Par exemple, les populations étaient astreintes à produire une certaine quantité de caoutchouc. Et ça, c'est un peu contraire, évidemment, à la méthode de travail traditionnelle. Chez nous, autrefois, d'après ce qu'on constate, le travail n'était pas considéré comme une corvée. Quand c'était un travail collectif, quand il fallait, par exemple, réparer une maison ou bien faire un champ, ben, au son de la musique et avec un peu de boisson, les populations venaient aider à faire ce travail-là en chantant. Et je vous assure que on n'avait pas besoin de chicotte. Hein.
la mère de notre leader Barthélemy Buganda a été battue à mort parce qu'elle n'avait pas produit la quantité de palmistes pour nourrir les fonctionnaires et les commerçants. Obligatoire pour tous les sujets mâles et valides, le travail forcé n'est pas rémunéré si ce n'est par quelques denrées alimentaires. L'administration coloniale fait appel au travail forcé pour les ouvrages d'utilité publique. Mais les compagnies concessionnaires ne sont pas en reste. Et le travail forcé contribue largement au succès de leurs activités minières. C'est en Afrique du Sud que se trouve l'exemple le plus spectaculaire de ces compagnies. La British South African Company et la De Beers, créée par le seul Cecil Rhodes, businessman et homme politique britannique aux ambitions démesurées. J'annexerais les autres planètes si je le pouvais, regrettait celui qui ne cessa d'élargir les limites de son empire en organisant des opérations militaires qui lui permettaient de signer avec les chefs indigènes des traités d'abandon de souveraineté. Et cela parfois dans des régions très éloignées de la province du Cap, sa base de départ. À la conquête de terres qu'il exploita et qui furent baptisées à sa grande satisfaction narcissique Rhodésie du Sud et Rhodésie du Nord. Cecil Rhodes est venu pour exploiter les ressources de la Rhodésie du Sud et de la Rhodésie du Nord. Il a lui-même distribué différentes parties de ces régions à des hommes d'affaires, des Blancs qui souhaitaient travailler avec lui. Il leur a tout simplement vendu ces territoires comme s'ils lui appartenaient. Et il s'est fait payer en échange. Voilà ce qu'il a fait. Presque toute la population noire de la Rhodésie du Sud, devenue le Zimbabwe aujourd'hui, fut tout bonnement expulsée vers des zones désertiques et montagneuses où la vie était très difficile. Cecil Rhodes est à l'origine du processus de destruction du Zimbabwe. Cela ne fait aucun doute. Le roi des Belges avait légué par testament à la Belgique sa propriété privée du Congo, un jardin de 2 345 000 km², aussi vaste que l'Europe occidentale. Mais le Parlement n'attend pas le décès de son souverain pour voter l'annexion du vorace et fort endetté Congo léopoldien. Par ailleurs, l'opinion publique nationale et internationale se scandalise des méthodes utilisées au Congo par certaines compagnies concessionnaires. Il s'agit pour ces compagnies, et toujours au nom du roi, de tirer le plus grand profit des ressources locales. Et c'est donc là que le système du travail forcé atteint son paroxysme. C'est là que la main-d'œuvre disponible est systématiquement utilisée et très cruellement châtiée quand ses rendements, dans la récolte du caoutchouc ou dans la fourniture d'ivoire, sont jugés insuffisants.